passons à cet exercice que j'ai classé comme un exercice très difficile, donc voilà, à aborder encore une fois qu'en toute connaissance de cause. Donc on a deux suites en fait, qui sont définies l'une par rapport à l'autre. Donc on a une suite UN à valeur strictement positive et une suite XN qui est définie par une relation de récurrence. Donc x0 strictement positif est cette relation valable pour tout entier naturel n. Et on essaye de trouver des relations naturelles entre la nature de la série de termes général UN et la convergence de la suite Xn. Donc dans un premier temps, on suppose que la série de termes général UN converge pour récupérer des informations sur la suite Xn. Et dans un second temps, on suppose que la suite Xn converge et on essaye de voir si la série de termes général UN est convergente. L'exercice, la difficulté est renforcée par le fait que les questions sont posées de manière interrogative, donc on ne nous donne strictement aucune information sur la nature de ce qu'on va obtenir. Bon, je vais naturellement commencer par la première question, où il est question de supposer que la série de termes général UN converge, et on me demande est-ce que la suite Xn est convergente. Alors déjà je vais regarder ce que je sais sur la suite Xn. La suite Xn elle est connue par la donnée de x0, son premier terme qui est strictement positif, et d'une relation de récurrence. Relation de récurrence qui est donnée par xn plus 1 va être égal à 1 demi de xn plus racine de xn au carré plus un. Donc ça c'est si n est un entier naturel quelconque. Alors on nous demande d'examiner la nature de la suite xn en connaissant la nature de la série de termes général un. Alors, la première idée qu'on peut naturellement avoir pour affronter cette question, ça me semble quand même assez légitime, c'est d'essayer de voir, d'exprimer un en fonction de xn, puisque les informations portent sur la série de termes général un. Donc moi, ce que j'aurais déjà envie de faire dans un premier temps, c'est de récupérer des informations sur ce terme. Pour ça, je vais déjà multiplier chaque membre par 2, pour déjà tuer les fractions. Voilà. Et ensuite, afin d'éliminer la racine et de récupérer un, je vais isoler les termes qui sont sous la racine. Donc on va récupérer ici 2xn plus 1 moins xn va donc être égal à racine de xn au carré plus un. Et je vais passer au carré dans cette expression pour isoler le terme un et de voir comment on peut exploiter le fait que la série de termes général un converge. Donc en passant au carré, on va récupérer donc que 4xn plus 1 au carré, moins le double produit, donc moins 8xn plus 1, pourquoi 8? C'est un double produit crétin. 4xn plus 1xn, donc ça, on va pas dire que je ne sais pas calculer, hein. Plus 4xn plus 1xn, plus xn au carré, donc va être égal au carré de ce terme-là, donc on va récupérer donc xn au carré plus un. Alors on a déjà une première surprise intéressante, c'est que le terme qui est là se simplifie avec le terme qui est là, et là on voit qu'on a une factorisation par xn plus 1 qui se perd, et une factorisation par 4 par la même occasion. Donc allez, on va factoriser ça, on va essayer de voir ce que ça peut nous apporter, si ça peut nous apporter quelque chose, maintenant qu'on a isolé le terme général un. Alors, déjà la première chose que ça nous apporte, c'est bip 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 bip, terme télescopique, terme télescopique, terme télescopique, terme télescopique. Mais on a un terme qui vient parasiter ce terme télescopique, c'est le 4xn plus 1. Bon. Mais néanmoins, il n'y a jamais de hasard en maths, ce terme télescopique qui va probablement servir à quelque chose. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à l'isoler. Pour l'isoler, il faudrait que je puisse diviser par ce terme-là. Pour diviser par ce terme-là, il faudrait savoir si ce terme s'annule. Donc ça va me demander encore d'examiner encore un petit peu plus cette relation qui est valable pour tout n appartenant à n. Et cette relation, elle va me raconter beaucoup de choses. Déjà, une récurrence évidente permet de démontrer que tous les termes de la suite xn sont strictement positifs. Je fais la récurrence, je pose comme hypothèse de récurrence xn strictement positif, donc j'initialise et je constate que x0 est effectivement strictement positif, je suppose que xn est strictement positif et je montre que xn plus 1 est strictement positif.
comme xn est strictement positif et que un est supposé à valeur strictement positive, le terme sous la racine est strictement positif, la racine est strictement positive, j'ajoute un terme strictement positif, et je prends la moyenne de ces deux termes strictement positifs, j'obtiens enfin un terme strictement positif, ce qui prouve que la suite xn est un terme à valeur strictement croissante. Donc ce terme-là est strictement positif, donc je peux bien diviser chaque membre par le terme xn plus 1. C'est parti. Ça me permet d'isoler le terme télescopique. Oh, puis tiens, je m'aperçois directement, petite joie supplémentaire, que le terme télescopique qui va me donner le signe de la dérivée discrète, donc on va savoir si la suite xn est monotone ou non. Or, on peut déjà attester que ce terme-là est strictement positif comme quotient de termes strictement positifs, donc que la suite xn est croissante. C'est pas mal ça. Xn est croissante. Parce que je vous rappelle que pour une suite croissante, on a le théorème de la limite monotone. Le théorème de la limite monotone atteste qu'une suite est convergente si et seulement si elle est majorée. Donc l'exercice maintenant devient, est-ce que la suite est majorée? Alors, plein d'idées qui nous viennent comme ça en tête. Mais une autre idée qui me vient, on est dans le chapitre sur les séries. On a dit que pour que la suite xn converge, il suffirait que la série télescopique soit convergente. Ce qui paraîtrait assez légitime ici, c'est d'étudier la série de termes général télescopiques, puisqu'elle s'exprime naturellement en fonction d'un terme qui est notoirement convergent. Donc on va appliquer notre fameux théorème lien suite-série, qui nous dit que la nature de la suite xn est équivalente à la nature de la série télescopique. Donc ce théorème raconte que la suite xn est convergente si et seulement si la série de termes général xn plus 1 moins xn est une série convergente. Or, le terme général de la série xn plus 1 moins xn, je peux, à mon avis, le contrôler avec une série convergente. Déjà, ce terme est positif, puisque la suite, on a déjà démontré qu'elle était croissante. Et si j'arrive à dominer ça par le terme général d'une série convergente, c'est gagné. Alors déjà, le 1 quart, je m'en fous, c'est un terme qui ne dépend pas de n, il ne va pas changer la nature de la série. Le un, je le garde là bien précieusement. Et pour obtenir quelque chose de plus grand, théorème des gangsters, soit je majore ce terme-là, je n'ai pas intérêt, il ne dépend pas de n, soit je minore le dénominateur. Mais ici, on a affaire à une suite xn qui est croissante. Donc si ma suite xn est croissante, tous les termes sont minorés par x0, puisque les autres seront ici. Donc, ici, comme j'ai xn plus 1, je ne peux pas minorer par x0, mais je peux quand même minorer par x1, qui est a fortiori strictement positif. Et j'obtiens donc par ce biais que ce terme général-là est dominé par le terme général d'une série absolument convergente, puisque comme la série de termes général un converge, la série de termes général 1 sur 4x1 un est également convergente, par opération sur les séries convergentes. Je peux donc appliquer le critère de comparaison sur les séries à termes positifs, qui me permet de dire que par comparaison, la série de termes général xn plus 1 moins xn converge, et donc, toujours par ce même résultat, le théorème faisant le lien entre suite et série, j'obtiens que la suite, j'avais commencé à écrire une série, mais non, il s'agit bien de la suite xn est donc bien convergente. C'est gagné. Alors on aurait pu aussi sommer ces termes-là, on aurait pu faire plein de choses, mais là je me dis c'est vraiment l'occasion superbe d'appliquer le théorème faisant le lien suite-série, puisqu'on est vraiment dans l'ADN de ce théorème. La suite converge si la série télescopique converge. Donc on a le terme général qui est contrôlé, c'est gagné. Donc voilà pour cette première question. Deuxième question cette fois-ci. On suppose que la suite xn admet une limite finie, bon, autrement dit que la suite xn converge, et on me demande si la série de termes général un est convergente. Mais j'ai envie de dire, on n'a pas fini d'utiliser cette relation-là, puisque cette relation-là, elle vous permet d'exprimer un sous la forme qui est ici. Un, c'est 4 xn plus 1, multiplié par xn plus 1 moins xn. Nous, qu'est-ce qu'on sait par hypothèse? On sait que la suite xn est convergente. Donc on sait que la suite xn est convergente. Donc on sait également que la série
de terme général xn plus 1 moins xn est également convergente. C'est toujours le fameux théorème qui fait le lien entre suite et série. Mais est-ce que je ne pourrais pas comparer le terme un au terme général d'une série convergente, puisque un est déjà une suite à terme positif, donc j'ai une série à terme positif. Si je sais la contrôler par une série convergente, j'ai gagné. Mais je sais que la suite xn, elle converge. Mais une suite qui est croissante, puisque la suite xn est croissante, elle converge si et seulement si elle est majorée, et je sais que sa limite est un majorant des termes de la suite. Donc si je note petit l la limite de la suite xn, j'obtiens que mon un est majoré par 4l xn plus 1 moins xn. Et on peut appliquer le théorème de comparaison, puisque ceci est le terme général d'une série convergente, ce que l'on sait, puisque la suite xn converge. Donc par théorème de comparaison sur les séries à termes positifs, comme cette série est convergente, on obtient donc que la série de terme général un est également convergente. Au final, on vient bien de démontrer que la série de terme général un converge si et seulement si la suite xn est convergente. On a donc bien récupéré l'équivalence entre ces deux propriétés. Alors passons à cet exercice que j'estime vraiment très difficile, où vous avez une suite un qui est à valeur strictement positive qui est donnée, et on vous demande de déterminer la nature, enfin de comparer la nature de la série de termes général un, donc série à terme strictement positif donnée, avec la nature de la série de termes général Vn, dont le terme général est donné par cette expression. Là, on voit qu'on a affaire à un exercice qui est difficile, puisque on ne travaille pas avec des séries de termes généraux donnés, donc on est dans un cadre vraiment abstrait, où il va falloir interpréter ces relations et les faire parler pour pouvoir avancer dans la théorie. Alors on est néanmoins dans le cadre de séries qui sont à terme positif, donc il faudra regarder ce qu'on peut faire avec les divers critères d'équivalence, de comparaison. N-alpha d'Alembert, on peut abandonner tout de suite. Et l'étude de la suite des sommes partielles, qui on le sait est essentielle dans un cadre abstrait quand on travaille avec des séries à terme positif, puisqu'on sait que dans ce cas-là, la série converge si et seulement si la suite des sommes partielles est majorée. J'associe à ça, on m'avait posé la question, mais on m'avait dit, mais vous avez oublié la comparaison somme intégrale, et je l'ai oublié, effectivement, mais la comparaison intégrale, je pourrais dire que je la vois dans l'étude des sommes partielles, c'est-à-dire que les comparaisons somme intégrale, je vous rappelle qu'elles font partie intégrante de l'étude de la suite des sommes partielles, puisqu'elles permettent de récupérer soit une minoration par une série qui diverge, soit une minoration par quelque chose qui converge. Donc elles font partie intégrante de l'étude des sommes partielles, et quand on étudie la suite des sommes partielles, il faut penser à ce fameux critère de comparaison somme intégrale. Bon, alors, revenons à l'exercice et posons le problème. On doit comparer la nature de ces deux séries-là. Donc on sait que la nature d'une série, c'est savoir si elle est convergente ou si elle est divergente. Donc je vais supposer par exemple que la série de termes général un converge, et je vais regarder ce que je peux dire de la série de termes général. Alors j'examine déjà ce cas-là, puisque comme l'expression de Vn est donnée en fonction de un, ça paraît beaucoup plus simple d'émettre une hypothèse sur un pour récupérer des informations sur Vn. Donc je vais déjà dire, supposons que la série de termes général un soit une série convergente, ça paraît être le plus simple. Donc j'aimerais savoir si la série de termes général Vn converge. Là, comme j'ai l'expression de Vn en fonction de un, je peux naturellement penser à mes critères naturels. Le premier critère auquel je pense, c'est critère d'équivalence, critère de comparaison, vous voyez, c'est ce genre de choses. Or ici, il me semble que ça marche parfaitement, puisque comme la série de termes général un converge, ce que vous observez en dessous, c'est la suite Sn de ces sommes partielles, puisque le terme qui est au dénominateur, c'est la somme pour k variant entre 1 et n duk. Or, on sait que la série des un étant convergente, la suite de ces sommes partielles tend vers un nombre L, qui du reste est strictement positif, étant donné que c'est une série à terme strictement positive. Donc la suite qui est au dénominateur ici est convergente. On peut donc en déduire que le terme général Vn est équivalent par quotient d'équivalent à un sur L. Puisque si une suite est convergente vers une limite non nulle, elle est équivalente à sa limite. On est donc parfaitement en mesure d'appliquer les critères sur les séries à terme positif. Puisque Vn est une suite à terme positif, étant donné que c'est le quotient de deux termes positifs,
Vn est équivalent à Un sur L, qui est le terme général d'une série positive et convergente. Donc par théorème d'équivalence ou critère d'équivalence sur les séries à terme positif, donc par critère d'équivalence sur les séries à terme positif, on obtient donc que la série de termes général Vn est donc convergente. Donc on vient de démontrer que si la série de termes général Un converge, alors la série de termes général Vn converge. Maintenant on va explorer la voie de la réciproque. On va supposer que la série de termes général Vn converge, et on va regarder ce qu'on peut dire de la série de termes général Un. Donc comment étudier la série de termes général Un vu l'expression de Vn? Je vous rappelle que Un est une suite positive, donc je peux déjà directement dire que la série de termes général Un elle converge si et seulement si la suite de ces sommes partielles ici est majorée, puisque je sais que pour une série à terme positif, la suite de ces sommes partielles est croissante, et une suite croissante converge si et seulement si elle est majorée. Donc on a déjà un premier renseignement, c'est que cette suite converge si et seulement si la suite de ces sommes partielles est majorée. Je pense d'autant plus naturellement à étudier la suite Sn que, regardez le terme général de Vn, on avait déjà vu qu'il s'exprimait très très bien en fonction de Sn. Et quand je dis très très bien, c'est pas un vain mot, puisque même le numérateur, vous pouvez l'exprimer comme Sn moins Sn moins 1 sur Sn. Vous pouvez l'exprimer exactement sous cette forme-là. Vous pouvez même dire que ça c'est valable quel que soit n supérieur ou égal à 1, en posant par convention que S0 est égal à 0, ou dans ce cas-là vous récupérez que S1 est égal à U1, donc ça correspond bien à ce qui nous intéresse. Donc vous remarquez que Vn s'exprime déjà tout naturellement en fonction de Sn, donc ça paraît assez légitime déjà de représenter le terme Vn sous cette forme-là. Et sous cette forme-là, moi ça me fait penser à une comparaison série intégrale. Vous allez me dire, ah bon, comment diable vous pensez à une comparaison série intégrale? Ben, face à un exercice qu'on a déjà vu. Je parle d'une comparaison série intégrale avec un pas dynamique. Effectivement, si vous regardez le terme qui est ici, comme la suite Sn est une suite qui est supposée strictement croissante, si le terme Sn-1, je le vois ici, et si le terme Sn, je le vois ici, vous voyez que ça, je peux l'interpréter comme l'aire d'un rectangle ici, voilà, dont le côté qui est ici mesure Sn moins Sn-1, puisque la différence est évidemment strictement positive, et ici le terme là mesurerait 1 sur Sn. Ce qui veut donc dire qu'on pourrait imaginer faire une comparaison somme intégrale avec la fonction inverse, donc y est égal à 1 sur x, puisque là je suis sûr que du coup ce terme là va mesurer 1 sur Sn, une comparaison somme intégrale avec la fonction 1 sur x qui est décroissante et positive, où le terme Vn s'interpréterait directement comme ce terme-là. Je pourrais essayer de récupérer, en calculant l'intégrale, directement des expressions qui vont porter sur Sn. Donc ça me donne cette idée. Je me dis, je pourrais peut-être la pousser au bout. Alors, ce que je peux faire, c'est en tout cas comparer l'aire que je viens de visionner ici, qui est exactement Vn. Je vous rappelle que cette aire-là, c'est Vn. Je viens d'interpréter Vn géométriquement. Ce Vn qui est là, je pourrais le comparer à cette intégrale-là. Je peux déjà dire que Vn est clairement inférieur ou égal à cette intégrale. Donc j'ai déjà une première comparaison possible, c'est que la suite Vn est déjà clairement inférieure ou égale à l'intégrale entre Sn-1 et Sn de dt sur t. Et si je veux un encadrement de Vn, je pourrais faire une autre comparaison en allant chercher d'autres termes éventuellement. Mais pour l'instant, je vais être conservateur, je vais chercher juste cette estimation-là, cette majoration-là, voir ce qu'elle m'apporte, et voir si elle est payante et si elle me permet de conclure. Alors, cette intégrale-là, on sait la calculer.
Cette intégrale-là, on la calcule et elle va nous donner, j'ai perdu mon stylo, et elle va nous donner une expression de la forme ln de Sn moins ln de Sn moins 1. Et je vois ici que pour récupérer Sn, il me suffirait de sommer cette expression. Donc on va récupérer ici que la somme pour k variant entre 1 et n des Vk est donc supérieure ou égale à la somme télescopique qu'on récupère ici. On va donc récupérer en faisant varier k entre 0 et n, ln de Sn moins ln de S0. Alors S0 est égal à 0, c'est un peu plus. Donc on va plutôt sommer entre 2 et n, et on va récupérer ici ln de Sn moins ln de S1. Ln de S1, c'est ln de U1, qui est un terme positif. Alors là, malheureusement, on voit que c'est pas intéressant, dans le sens où on vient de dire que cette suite-là, nous, ce qu'on veut récupérer, c'est Sn, on en obtient une minoration. Alors que nous, ce qu'on voudrait plutôt obtenir, c'est une majoration. Donc là, il faudrait essayer de voir si on ne peut pas retoucher un petit peu la relation qui est là, pour obtenir une formule un peu plus sympathique. Pour retoucher, pour faire passer le rectangle au-dessus, on se dit, c'est pas bien compliqué. Au lieu de faire l'estimation avec le terme là, on pourrait s'amuser à faire une estimation avec le terme qui est là. C'est-à-dire que là, si je considère l'aire, cette fois-ci, de ce rectangle, eh bien, j'aurai bien une minoration au lieu d'avoir une majoration. Bon. Je vais quand même conserver les deux pour bien que vous suiviez sur le dessin. Donc nous, on avait majoré Vn ici par l'aire en vert. L'aire en vert, c'était l'intégrale entre Sn plus 1 et Sn de dt sur t. Et moi, je viens de dire que cette intégrale-là, je peux la majorer par... Alors, malheureusement, ça ne va pas être Vn, mais ça va être du... donc, le terme-là vaut 1 sur... Sn moins 1 multiplié par Sn moins Sn moins 1. Ah, on se dit c'est dommage. C'est dommage parce que lui c'est plus Vn. Donc même si en sommant les relations je récupère mon expression sur Sn en bénéficiant à quelque part du terme télescopique, là j'aurais pu la suite Vn. Non mais attendez, si c'est une suite qui est équivalente à Vn, la nature de la série de termes général Vn et la nature de la série de ce terme général-là seront équivalents. Donc ce terme-là, si je le baptise Wn, si j'arrive à démontrer que Vn et Wn sont équivalents, ils n'ont pas l'air d'être si loin que ça, puisque la fonction, bon j'ai un peu exagéré les différences, mais elle s'aplatit énormément, si ces deux termes-là sont équivalents, la nature de cette série et la nature de cette série sera la même, et j'aurai ma majoration avec des termes qui seront probablement convergents. Donc on va regarder si Vn et Sn ne seraient pas par hasard équivalentes. Vn par définition, c'est Sn moins Sn moins 1 sur Sn. Et Wn par définition, c'est Sn moins Sn moins 1 sur Sn moins 1. Moralité, pour que Vn et Wn soient équivalentes, il suffirait que les dénominateurs soient équivalents. Donc la question qui est légitime à partir de là, c'est a-t-on Sn qui est équivalent à Sn-1 lorsque n tend vers l'infini? J'ai une relation entre les deux. Je sais que Sn-1 plus Un va être égal à Sn. Donc les deux sont équivalentes si le terme Un est négligeable devant Sn. Si lui est un petit o de Sn, ces deux termes-là seront bien équivalents. Mais Un, il est bien négligeable devant Sn, puisque le terme général Vn converge. Si la série de termes généraux converge, eh bien je sais que Vn tend vers 0, c'est la condition nécessaire de convergence. Donc Un sur Sn tend nécessairement vers 0. Donc ce truc-là, en fait, c'est un petit o de Sn. Ce qui atteste bien que Sn-1 est égal à Sn plus un petit o de Sn, ce qui prouve donc bien que Sn-1 est équivalent à Sn, ce qui prouve donc bien que Vn est équivalent à Vn plus 1. Vn est équivalent à Wn. Donc on vient de récupérer que la suite Vn est équivalente à Wn. Donc les séries sont de même nature, mais comme j'ai supposé que la série de termes générales Vn convergeait, la série de termes générales Wn converge. Donc là je vais pouvoir probablement refaire le même genre de travail, mais avec un truc qui m'a l'air d'être un peu plus convergent. Donc, attendez, on va reprendre une nouvelle feuille, petite coupure. Pouc.
Alors, reprenons, on vient de démontrer qu'on a la majoration suivante, c'est-à-dire qu'on a que l'intégrale entre sk-1 et sk de dt sur t est inférieure ou égale au terme wk, et que ça c'est valable quel que soit k. On va prendre supérieur ou égal à 2 pour éviter les problèmes avec le logarithme. Et ceci, on a dit que c'était le terme général d'une série convergente, puisque Wn était équivalente à Vn. Je reprends donc. Ce terme-là étant par nature télescopique, je vais sommer. Donc on somme cette relation lorsque k varie entre 2 et n. Donc la somme des sk-1, sk de dt sur t. Là, on va pouvoir employer la relation de Schall. Et là, je vais récupérer la somme pour k variant entre 2 et n dwk. Donc là, j'applique la relation de Schall dans l'intégrale. La relation de Schall, elle va donner donc l'intégrale de S1 à S2 plus l'intégrale de S2 à S3 plus l'intégrale de Sn-1 à Sn. Donc on va se retrouver avec l'intégrale de S1 à Sn de dt sur t. Va être majoré par, alors moi, mon objectif c'est d'obtenir un majorant qui ne dépend pas de n. Pour obtenir un majorant qui ne dépend pas de n, je veux dire que comme cette série est convergente et que c'est une série à terme positif, elle est évidemment majorée par la somme de sa série. Donc ça c'est un bon vieux nombre réel, que je vais d'ailleurs baptiser immédiatement S, c'est la somme de la série. La somme de la série, elle ne dépend pas de n. On peut clore cette intégrale-là, enfin calculer cette intégrale. On va récupérer ln de Sn moins ln de S1 qui va donc être majoré par le nombre petit s qui est ici. Et donc on va récupérer que ln de Sn est inférieur ou égal à petit s plus ln de S1. Je rappelle que ce truc-là, ça ne dépend absolument pas de n. Donc en passant à l'exponentielle qui est croissante, on récupère que Sn est majoré par exponentielle de S plus ln de S1. Or, le terme qu'on a récupéré ici est un terme qui est complètement indépendant de n. Ce qui fait de la suite Sn une suite majorée, puisque cette relation-là est valable pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2. Donc au final, ma suite Sn est majorée, mais comme c'est la suite des sommes partielles d'une série à terme positif, la suite Sn est croissante. Moralité, la série de termes générales un est donc bien convergente, puisque la suite de ces sommes partielles est convergente. Moralité, on vient de démontrer que si la série un converge, la série des Vn converge. Si la série des Vn converge, la série des Un converge. On vient donc de prouver que la série des Un est convergente si et seulement si la série des Vn convergente. On obtient la propriété pour divergente en contraposant. On a donc obtenu que les deux séries numériques sont de même nature, avec une comparaison intégrale à pas dynamique. C'est pas facile, hein.